On remercie les dispositifs qui nous permettent d'organiser ces webinaires, qui sont le dispositif des conseillers numériques, les chambres de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté et bien sûr la région Bourgogne-Franche-Comté qui a mis en place le programme Cap Numérique qui nous permet de vous proposer une série de webinaires et également des accompagnements individuels. Vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller pour avoir plus d'informations et une approche personnalisée. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathilde Adam. Alors, bonjour à tous. Je vais prendre la main du coup pour faire un partage d'écran. Moi, je vais animer donc ces webinaires sur animer ses réseaux sociaux sur Canva, donc en collaboration avec la CCI du territoire de Belfort. Et je vais commencer rapidement par vous présenter donc qui je suis. Donc, je m'appelle Mathilde Adam, je suis designer graphique en freelance depuis 3 ans maintenant. J'accompagne les entrepreneurs, les structures culturelles et les collectivités dans la construction de leur identité visuelle, la création de supports de communication ainsi que la création de leur site internet. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui donc pour vous parler de visuel, mais également de cohérence graphique et bien sûr de Canva. Donc, j'ai pensé ce webinaire pour être concret, accessible et surtout utile à toutes les personnes qui veulent être plus autonomes sur la création de leur support de communication grâce à Canva. Donc, moi, je propose 4 services principaux dans mon activité. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc le développement de l'identité visuelle complète. Donc, ça va la création d'un logo à tout l'ensemble de palettes de couleurs et de typographies associées. La création de supports visuels comme des brochures, des cartes de visite, des dépliants, des affiches, tout support print ou web. Et pour la partie web, donc on l'a vu, donc création de site internet, mais ça va également sur la création de visuels pour les réseaux sociaux. Donc on verra des exemples concrets tout à l'heure dans la présentation justement, et également donc des masques PowerPoint et des signatures mail professionnelles. Le dernier service que je propose, c'est l'animation vidéo. Donc on a l'animation de logo ou la création d'une vidéo en motion design pour, par exemple, faire la présentation d'une société ou d'un service technique en particulier. Donc maintenant, passons à l'objectif de ce webinaire. À la fin de ce webinaire, l'objectif est donc que vous sachiez structurer un visuel clair et lisible, de comprendre comment il est facile d'harmoniser vos supports de communication avec votre identité visuelle et de découvrir les bonnes pratiques et les bonnes astuces sur Canva. Donc, je passe tout de suite à la première partie, donc l'importance de l'identité visuelle. Donc, pourquoi elle est essentielle? Une identité visuelle, c'est pas seulement juste un logo, mais c'est tout un univers graphique qui va vous permettre d'apporter de la cohérence, de la reconnaissance également, mais aussi un point très important, de la confiance auprès de votre cible sur votre marque, votre entreprise, votre produit, etc. Donc, comment est composée une identité visuelle? Donc, on l'a vu précédemment. Donc, il y a évidemment le logo principal, mais toutes ces déclinaisons également. Il y a l'ensemble de palettes de couleurs officielles de la marque. Il n'y a pas juste une couleur ou deux. Il y a tout un ensemble qui fonctionne ensemble. Les typographies, donc les polices de caractère qu'on va utiliser sur les différents supports de communication. Des éléments graphiques. Donc ici, on va parler d'icônes, de motifs, d'éléments graphiques qui vont composer l'identité visuelle, des motifs spécifiques, et également donc des mock-ups. Des mock-ups, c'est des exemples concrets de l'application de votre identité visuelle sur des supports de communication. Donc ici, je vous en ai mis un. Donc ça, c'est un mock-up, c'est pas une photo, mais c'est un exemple d'application de votre marque sur un objet. Donc, tous ces éléments vont composer l'identité visuelle. Le petit plus avec moi quand je fais la création d'une identité visuelle, c'est que j'associe toujours ces différents éléments qu'on a vus avec la création d'une carte de visite professionnelle recto verso, la signature mail professionnelle adaptable à n'importe quelle boîte mail et la livraison donc de supports RVB et CMJN. RVB, j'entends des supports adaptés pour le web et CMJN, des supports adaptés pour le print.
Donc, on va passer à un petit jeu très rapide. Donc, avec ces éléments visuels qu'on voit à l'écran, donc un fond vert et une étoile rouge, en quelques secondes, malgré le fait qu'il n'y a pas la marque d'affiché, on peut reconnaître très facilement que derrière, c'est la marque Heineken qui se cache derrière. Donc ça, c'est seulement avec des éléments graphiques. Ensuite, si on passe à un produit, avec seulement l'esthétique d'un produit, la petite étiquette rouge avec la baguette blanche, même si j'ai caché le nom, on peut reconnaître très facilement que c'est la marque Coca-Cola. Et je vous ai mis un dernier exemple avec une photo, cette fois-ci l'esthétique d'une photo. Donc ici, il n'y a pas la marque, il y a seulement des couleurs et un produit en gros plan. Donc ça, c'est une affiche de pub. Et donc derrière cette marque, évidemment, c'est McDonald's. Mais en quelques secondes, on n'a pas besoin d'avoir le logo de la marque pour reconnaître en 5 minutes que c'est le McDo qui se cache derrière. Donc avec ce petit jeu très rapide, c'est seulement pour qu'on comprenne l'importance de l'identité visuelle. Donc pourquoi ça a été aussi facile de reconnaître tous ces éléments derrière la moitié d'un logo ou la forme d'une bouteille ou une photo. Tout ça, c'est parce qu'on a pu identifier des éléments qui font partie de l'identité visuelle. Donc c'est grâce à ça, grâce à un logo, une couleur ou des couleurs, un design de produit, une esthétique de photo, qu'on va arriver à reconnaître une marque et à l'identifier. Pour l'exemple de Coca-Cola que j'ai mis tout à l'heure, ça a été l'exemple un peu le plus facile parce que tout le monde va associer le rouge et le blanc à la marque Coca-Cola, mais c'est exactement le but et le rôle d'une identité visuelle. Donc, c'est de reconnaître en quelques instants la marque qui se cache derrière la publicité, le support de communication. Et Coca-Cola a été créé en 1886, donc ça fait déjà 134 ans qu'ils vont communiquer avec les mêmes éléments, les mêmes couleurs, les mêmes typos et les mêmes valeurs. Donc, c'est pour ça qu'il est facile de reconnaître la marque et donc ça en fait toute son unicité et également donc son originalité. Donc, pour conclure cette partie sur l'identité visuelle, on peut dire qu'elle est cruciale pour donc faire la différenciation avec une autre entreprise. Elle va apporter donc de la cohérence, ça va renforcer la crédibilité, pardon, et l'attrait pour votre marque. Donc, on parle de cohérence, de reconnaissance et de confiance. Maintenant qu'on a les bases pour reconnaître ce qu'est une bonne identité visuelle et en quoi elle est importante, il y a la façon dont on va communiquer. Ici, je vais vous parler donc de ma méthode pour créer du contenu sur les réseaux sociaux de façon pertinente. Donc ici, je l'ai résumé dans une liste à puces de 4 points très essentiels et listés dans l'ordre. Donc, on va d'abord identifier les objectifs. Pour quelles raisons on va communiquer sur les réseaux sociaux? Donc, tout d'abord, est-ce qu'on veut juste se faire connaître? Est-ce qu'on est-ce qu'on cherche à vendre un produit ou un service? Est-ce qu'on cherche seulement à inspirer? Donc, utiliser par exemple Instagram comme un portfolio. Deuxième point important, on va parler donc de piliers de contenu. Par exemple, quand on cherche à parler donc des coulisses de la réalisation d'un produit, mettre en avant des avis clients, des conseils pratiques et parler des valeurs de la marque, on va les mettre dans 3 piliers essentiels pour classer les publications qu'on va faire. Je vais détailler cette partie juste après avec des exemples visuels. Troisième point important, on définit donc les bons réseaux sociaux pour toucher la bonne cible. Évidemment, si on parle d'Instagram, on va toucher plus les 18-35 ans. Sur Facebook, ça sera plus une cible qui sera à partir de 40 ans. Et sur LinkedIn, ça va être une cible professionnelle. Donc, on va viser plutôt voilà, des gens en activité, peut-être des cadres ou ce genre de personnes. Donc, on adapte le réseau social sur lequel on veut toucher la cible. Pour ce qui est donc du ton qu'on va employer sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de la même manière sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook. Donc, lorsqu'on écrit des légendes sur les publications, on adapte le ton au réseau social qu'on a choisi. Donc maintenant, on va passer à des exemples concrets. Donc là, on va voir des exemples sur Instagram et sur LinkedIn. Ici, je vous ai mis l'exemple d'un de mes clients. Donc il s'appelle Illico Travaux Montbéliard. Donc, c'est une agence qui va proposer principalement de la construction, de l'aménagement et de la rénovation pour les professionnels comme pour les particuliers.
Et donc, eux, leur compte Instagram, c'est donc la partie que je vous ai mise en capture d'écran. Donc, on voit les dernières publications, la partie à la une ici et la bio. Et quand on cherche à publier sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il n'y a pas seulement le contenu de publication qui est important avec les légendes et le contenu qu'on va publier, mais toute la partie bio qui est la description du compte. Et cette partie-là, elle est importante dans tous les réseaux sociaux et sur Instagram. Donc là, je vais vous montrer comment on l'a construit. Donc tout d'abord, si on veut retravailler cette partie-là pour l'améliorer, je vous ai mis donc en ligne ici la façon dont on construit une bio. Donc on va évidemment mettre le nom du compte et on y ajoutera l'activité. Ça nous permet de mettre des mots-clés dans le compte directement associé. Si la marque n'est pas forcément connue grâce à son nom, elle sera peut-être recherchée et trouvée grâce à des mots-clés par rapport au service. Donc, on ajoute directement à côté du nom l'activité qu'on propose. Pardon. Ensuite, pour la ligne 1, donc la toute première et une des plus importantes, c'est les éléments différenciants. Donc, ce qui va nous permettre, vu qu'on connaît déjà le domaine d'activité, en quoi cette entreprise va se différencier par rapport aux autres. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième ligne, ici, on va parler de la promesse forte que va promettre l'entreprise Illico Travaux à sa cible. Pour ce qui est de la ligne 2, il est très important de marquer une localisation. Donc, si ici c'est Montbéliard, on peut le noter, mais Illico Travaux fait partie d'un groupe et elle est présente au niveau national. Donc, on pourra le préciser ici, puisque dans le nom, il y a déjà marqué Illico Travaux Montbéliard. Et ensuite, on termine sur un call to action. Donc, un call to action, ça veut dire appel à l'action en français. Et du coup, on y incitera, on va dire, la cible à prendre contact avec nous pour comprendre, enfin, pour soit prendre un rendez-vous, soit pour avoir une information supplémentaire. Donc, ça renverra peut-être sur le site internet ou un formulaire de contact ou un lien, par exemple, Calendly qui nous permet de prendre un rendez-vous directement. Donc, ça, c'est seulement des exemples. Et je précise ici qu'il est important d'avoir un seul lien dans la partie Instagram où il est possible d'ajouter donc des liens Internet, plutôt que d'en avoir 5, 6 ou même des fois plus, ce qui perturbe un peu la personne. Si on en a trop, on ne sait pas lequel est le plus important. Et là aussi, on hiérarchise. Le plus important, c'est prendre contact avec nous. Donc, on le met ici. Ou alors, c'est d'aller sur le site Internet. Et dans ce cas, on le met à l'endroit donc du call to action. La partie à la une, bon, elle n'est pas forcément plus que ça compliquée. On la retravaille au niveau de l'esthétisme. Ici, on va y rajouter les couleurs de la marque pour que ce soit un peu plus homogène, mais voilà. Dernière partie pour améliorer donc, ce compte Instagram. Je vous ai parlé précédemment des piliers de contenu. Donc là, je vous les affiche. Les piliers de contenu du pilier 1 au pilier 3, on va du plus important et plus général surtout au plus précis. Donc le pilier 1, ça sera vraiment la thématique principale de l'activité, la plus générale. Ensuite, le pilier 2, ça sera l'élément différenciant. On va surtout reprendre ce qu'on a mis dans la ligne 1. Et dernier pilier, ça sera tout ce qui est crédibilité et émotion. Donc, ça peut être parler des valeurs de l'entreprise, etc. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va choisir de publier un contenu, on va piocher dans une idée du thème 1, le pilier 1. Donc, ça sera globalement sur l'activité principale. Deuxième publication, on peut choper des idées donc, qui vont s'insérer dans le pilier 2, la façon dont on va différencier notre service. Et le pilier 3, ça sera tout ce qui est donc un peu valeur émotion, ça changera, ça sera notre élément différenciant. Si une entreprise propose les mêmes services avec le même élément différenciant, bon, c'est quand même très très rare, eh bien, le troisième pilier nous permettra de nous différencier si par exemple cette entreprise va prendre un ton beaucoup plus fun et décalé avec beaucoup d'humour, ou alors une entreprise va rester très sérieuse dans la façon, dans son approche en tout cas, de ses posts réseaux sociaux. Donc ça nous permet à chaque fois d'avoir vraiment une identité claire et unique par rapport à un compte qui aura le même type d'activité. Ça, c'est pour l'élément, pour poser le décor avec la façon dont on construit les comptes Instagram. Et là, je vous ai mis donc la version après qu'on ait travaillé ensemble. Donc,
on peut voir qu'on ajoute dans la partie du nom l'activité, donc rénovation, extension, clé en main. Le mot clé en main est très important puisque ce sera aussi leur élément différenciant. Ici, la ligne 1, donc je vous l'ai mis ici, c'est interlocuteur unique et artisan sélectionné parce qu'ils vont proposer donc de travailler avec des personnes des fois en local, mais surtout ils les sélectionnent, ce n'est pas juste un groupement de personnes. Pour ce qui est de la ligne 2, donc ici, leur élément différenciant, eux, ils vont avoir toute une partie d'accompagnement sur le budget maîtrisé et la partie sécurisation, ce qui est un élément qui empêche les clients de signer avec une entreprise de construction. Pour eux, ils les accompagnent. Donc, ils le mettent en avant. Ici, on peut préciser qu'ils sont présents partout en France. Si jamais on tombe sur le compte Illico Travaux Montbéliard, mais qu'on habite à Toulouse, on a peut-être cet élément rassurant, comme quoi ils sont présents partout en France. Dernière ligne, on les incite à cliquer sur le lien présent pour le call to action, donc l'appel à l'action. Votre projet commence ici et le lien renverra sur soit un formulaire de contact pour les contacter et leur parler du projet, soit un article qui précise comment on commence un projet, etc. Pour la partie à la une, on va insérer les couleurs de la marque qui nous permettra d'apporter de la cohérence dans l'ensemble du compte et en élément visuel, ça amènera une image très professionnelle. Et dernier pilier, donc là j'ai remplacé les thématiques principales. Donc ici, on va avoir rénovation et extension. Donc on va utiliser des publications pour parler donc de ce thème-là. Pour le pilier 2, eux, ils vont se différencier donc avec leur accompagnement sur mesure et la partie sécurisation. Donc, typiquement, ici, on va pouvoir voir en petit la grosse question, comment optimiser son budget pour rénover sans se ruiner. Donc, on a la partie sur le budget et sur la sécurisation. Et dernier pilier, donc ça va être tout ce qui est valeur et inspiration. Donc, ça va être le ton de la marque. Donc, on ne le voit pas forcément visuellement ici, mais ça sera dans la façon dont on rédige les légendes, par exemple. Donc voilà, toute la partie avant de publier, on réfléchit avant à quoi publier, ce qui nous permettra donc de gagner beaucoup de temps en fait sur la régularité et le rythme de publication. On va pouvoir savoir directement quoi publier. Et la grosse question qui arrive souvent, en tout cas de mes clients, c'est je ne sais pas quoi publier, j'ai pas d'idée, je ne sais pas si ça va intéresser. Cette partie stratégique, donc réfléchir à comment on publie, quoi publier, eh ben, ça nous évite justement cette grosse question et ces moments de panique. Dernier exemple sur Instagram, ici je vous montre un autre compte, on change de domaine, on passe sur un compte Instagram, donc une entreprise qui existe depuis 1989, 99 pardon. Également, c'est une entreprise d'informatique, donc ils vont vendre donc des imprimantes, mais de bonnes grosses imprimantes que pour les professionnels. Donc, on va avoir toute une partie gestion de documents. Et pour améliorer le compte, pour qu'il soit au maximum optimisé avec des mots-clés, on va retravailler donc toute cette partie bio. Donc, je vous affiche directement la version après. Donc, ça, je vous ai fait sous format d'un mock-up. Donc, c'est remplacer le contenu texte pour vous montrer ce que ça donne de façon travaillée. Donc, on ajoute les mots-clés à côté du nom de l'entreprise, solutions informatiques, digitale et impression. Première ligne, donc évidemment la ligne du point différenciant, simplifier votre gestion numérique, sécurité et réactivité. Et ici, on y rajoute des petits mots-clés qui nous permettent de donner tout le nombre d'activités possibles, du cloud, de la documentation, de l'impression. Petit point différenciant par rapport à l'autre compte d'Illico Travaux. Ici, on voit Gold de Xerox. Ici, c'était une distinction par rapport aux autres comptes dans le même domaine d'activité. C'est une distinction qui est très importante et le fait de l'écrire dans la bio Instagram directement, donc qu'il soit constamment affiché, ça permet donc lorsqu'une personne vient sur le compte, au lieu de tomber sur une publication qui va parler de ces distinctions-là qui sont Gold de Xerox, eh ben, ça sera toujours affiché dans la bio. Donc, ça a cet avantage-là de l'écrire directement. Et ici, au lieu d'avoir 4 liens, enfin 5 du coup, liens dans la partie Call to Action, on n'y met qu'un seul pour concentrer les vues sur le site Internet et les répartir après différemment sur le site avec les différentes pages du site Internet. Pour la partie à la une, évidemment, on retravaille les couleurs pour que ça soit cohérent, que ça donne une image professionnelle.
Et pour ce qui est des publications, on alterne avec des photos, des publications où il y a du contenu texte. Et pour les couleurs, on réutilise les 3 couleurs principales, mais on les utilise avec des proportions un peu différentes comme c'était utilisé ici. Donc on a le rouge, le bleu foncé et le bleu clair qu'on répartit donc soit en fond blanc, soit en fond bleu foncé par exemple, ou fond bleu clair. Et on y a inscrit le titre toujours de la même manière avec un fond rouge pour amener de la régularité. Et lorsque le fond change, on apporte l'autre couleur principale de la marque qui est le bleu clair. Donc là, on retravaille le compte avec stratégie et les piliers de contenu principaux. Donc pour ce compte-là, pour vous donner l'exemple, leur thématique principale, eux, donc c'est les solutions globales pour transformer enfin, pour proposer les transformations digitales à des entreprises. Pour ce qui est leur élément différenciant, ça sera l'innovation technologique au service de l'humain. Et le troisième pilier, pour eux, ça sera un peu la preuve par l'engagement et la réussite et les humains. Donc là, on a un truc beaucoup plus global. Maintenant qu'on a vu ces différents exemples sur Instagram et sur LinkedIn, je vais vous parler des bonnes bases pour construire un visuel. Et c'est pour ça qu'on découlera après sur Canva après l'exemple. Donc, les bonnes bases pour construire un visuel, il nous faut de la hiérarchie. C'est très important d'avoir, quand c'est un titre, de l'avoir vraiment dans une taille de police vraiment plus grosse que le sous-titre ou le texte. Pour ce qui est du contraste, en termes de couleurs, on va privilégier 3 à 5 couleurs grand maximum. Normalement, c'est 3 pour une identité visuelle, mais dans un visuel coloré, on peut aller jusqu'à 5 couleurs maximum. On évite d'en mettre plus pour éviter que ça soit trop bariolé, par exemple. Pour ce qui est de l'espace, très important, et c'est souvent un point négligé par les personnes qui ne passent pas par des graphistes, c'est l'espace pour respirer. Typiquement, dans ma slide, on a toute une partie où il n'y a pas du tout de contenu texte. Le texte ne touche pas le bord et on a donc assez d'espace pour laisser respirer l'œil. C'est comme ça qu'on le dit. Pour ce qui est des typographies, une ou deux suffisent largement. Et évidemment, on va utiliser des polices qui font partie de l'identité visuelle. On évite de changer au gré du vent le choix des polices qu'on utilise. Et enfin, dernier point, on va respecter les alignements. Donc, soit on va tout centrer, soit on aligne tout à gauche. On évitera d'utiliser l'alignement à droite, car l'œil va préférer les alignements à gauche, ou si, côté esthétique, on préfère tout centrer, dans ce cas, on centre tout. Donc maintenant, voilà, on a vu toutes ces astuces pour créer un bon visuel. On va passer sur LinkedIn à l'application directement de ces bases. Et donc, du coup, je vais vous donner 2 exemples et ensuite, on passera avec une démonstration sur Canva. Donc, exemple sur LinkedIn, je vous montre l'exemple d'un client. Donc, il s'appelle l'Établi Ludique. Ils vont, eux, proposer tout ce qui est atelier maison sur, par exemple, on va faire une gravure laser. Ils créent des ateliers avec des jeux d'animation ou même la possibilité de louer des jeux de société. Donc, il y a beaucoup de travail fait main sous format d'atelier. Et dans cette bannière, si on doit parler essentiellement du visuel, ici, comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas de hiérarchie. Chaque ligne est écrite de la même taille. En termes de couleurs, on a certes beaucoup de couleurs, mais pas forcément de respiration autour du texte. Par exemple, juste pour le contenu texte qui est en haut à droite, ici, il colle le bord et on a même une petite erreur, je pense, graphique d'un DE ou quelque chose qui vient sur le visuel et qui n'est pas forcément très, très bien fait. Ici, on reconnaît peut-être la forme d'une clé, mais elle est coupée. Donc, il faut toujours s'adapter. Si le format de la bannière est très allongé, il faut que le visuel puisse s'adapter donc aux dimensions donc, du support. Et dernier point pour parler des choses qu'on peut améliorer, on va pas écrire ici là l'URL complète, surtout qu'elle est très très longue, https://fr, etc. C'est beaucoup trop long. Si on souhaite absolument marquer le lien vers un site internet,
on va privilégier une URL courte si on en a une. Par exemple, le client précédent qui s'appelait Redix, il s'appelle redix.net pour le site internet. L'URL est assez courte pour pouvoir l'afficher dans le bandeau LinkedIn. En revanche, ici, une campagne Ulule, ça fonctionnera beaucoup moins. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt un QR code si jamais on souhaite mettre un lien URL comme ça, ou simplement marquer que c'est disponible dans la bio du compte LinkedIn, par exemple. Je vais vous montrer la réalisation après qui a été améliorée. Donc ici, on voit un bandeau où les couleurs sont beaucoup plus contrastées. Donc c'est les couleurs de l'identité visuelle, ce pas des couleurs inventées. On reprend ici, c'est très léger, mais on a grossi le logo qui fait partie donc dans leur déclinaison. Donc, on a grossi dans la partie pour photo de profil. Et pour ce qui est de la bannière, on va utiliser les couleurs de la marque. On utilisera la couleur la plus foncée vers le fond pour faire bien ressortir le texte en blanc, donc qui est un peu leur phrase d'accroche, leur slogan, qui est écrit en blanc, mais de façon beaucoup plus grosse que les 3 autres points. Donc, leur slogan, gravons ensemble une nouvelle page de notre histoire, est écrit bien gros au centre. Donc, c'est centré entre la partie ici de la photo de profil et le bord là. Elle n'est pas centrée sur la totalité puisque on sait que sur LinkedIn, la photo de profil entame un petit peu l'espace sur la gauche. Donc, on va éviter de marquer du contenu texte dans cette zone ici où je passe ma souris. Dernier point, pour que ça soit percutant, on ajoute 3 boutons, au niveau du visuel, 3 rectangles qui rappellent les 3 services que va proposer l'établi ludique. Donc ici, des jeux d'animation, des ateliers ludiques et de la location. Donc voilà pour l'amélioration globale. C'est plus lisible, plus cohérent et on a une image plus professionnelle juste en ayant choisi une bonne hiérarchie et en ayant travaillé les couleurs de la marque. Je vais passer donc au dernier exemple sur la bannière LinkedIn. Donc, cette partie-là, on voit le même type de construction. Donc, on adapte au niveau des couleurs, évidemment. La bannière, là, ici, il y a un dégradé léger avec les couleurs de la marque. On reprend le slogan de la marque au centre avec un petit élément graphique sur le côté pour rappeler un petit peu les éléments de la marque. Ici, en liste à puces, on a les 3 services que proposera la marque. Comme ça nous permet donc d'éviter de chercher sur le compte ce qu'il propose concrètement. Et on a directement la liste de construction, rénovation et aménagement qui est listée sur le côté. Et au-dessus, il y a un petit détail. Donc, sous le format d'un bouton avec un rectangle orange, on a marqué Contactez-nous qui se situe juste au-dessus de la photo de profil LinkedIn, ce qui nous permet d'être un petit peu engageant pour les inciter à l'échange avec la personne qui va aller sur le compte LinkedIn de Illico Travaux Montbéliard. Très important d'inciter à l'échange. Souvent, ça paraît évident, mais c'est très important en fait de le marquer. Dernière petite subtilité sur LinkedIn, la bannière est importante pour travailler donc les réseaux sociaux et ce qui va rester, mais il y a la partie sélection, notamment quand on a un compte d'indépendant professionnel, par exemple, on a la partie de possibilité donc de sélectionner un lien qu'on affichera dans la partie sélection. Par exemple, le lien classique de la page d'accueil du site internet d'Illico Travaux, on met le lien, mais on travaille le visuel qui sera associé à ce lien. Donc, on peut le créer également sur Canva. Donc, le visuel associé au lien, on met le fond bleu, un petit bouton visiter notre site web, par exemple, avec les couleurs de la marque, un petit icône évidemment pour le côté esthétique. Et on fait ça sur les différents liens qu'on va afficher dans la sélection. Par exemple, prendre un rendez-vous avec un lien Calendly, voir nos réalisations, ça peut emmener sur la partie du site internet, sur le portfolio, par exemple. Et après, donc évidemment, là, ça c'est un exemple de post qui a épinglé, où le contenu texte est au centre de l'image. Donc maintenant qu'on a vu ces différents exemples, maintenant je vais vous parler de Canva. On a vu les bases, on sait comment on construit un bon visuel. Maintenant, comment on va utiliser Canva pour concrétiser toutes nos idées. Donc, pour concrétiser les idées et utiliser Canva de la bonne manière, moi je vous donne quatre astuces, si on peut dire. C'est d'utiliser donc des dossiers pour pouvoir s'organiser. Ça nous évite d'avoir des formats de fichiers un peu dans tous les sens et de pouvoir organiser. Par exemple, on pourrait imaginer un dossier pour classer les idées du pilier 1, les idées du pilier 2 et les idées du pilier 3.
Ici, on va pouvoir utiliser le bouton dupliquer et adapter ces créations, pardon. Donc, dupliquer, adapter, ça dépendra des créations que vous faites, mais on peut dupliquer une création qu'on a faite pour éviter de perdre du temps à repartir de zéro. Il y a un bouton qui existe. Pour la troisième partie, donc utiliser la barre de recherche pour les raccourcis, on a la possibilité de créer un bandeau LinkedIn sans se demander quelle dimension le bandeau LinkedIn fait. On a juste l'option de le choisir sur la barre de recherche et quelques raccourcis sur Canva. Et enfin, pour gagner du temps, on peut utiliser des modèles. Canva a une énorme bibliothèque de modèles disponibles. On a des versions gratuites et des versions payantes qui sont très riches. Donc, du coup, maintenant qu'on a vu les bases de construction d'un bon visuel, on va pouvoir utiliser ça pour passer sur Canva. Donc maintenant, on va passer à la partie démo. Ce que je vous propose dans cette partie démo sur LinkedIn, on va utiliser donc Canva pour créer une bannière LinkedIn en 5 minutes. Et donc, moi, je vais vous partager mon écran. On est arrivé sur Canva. J'ai juste écrit Canva, on arrive ici. Donc, moi, j'ai un compte gratuit, ce qui vous permet de voir ce que ça pourrait donner si vous n'avez pas de compte du tout. Donc, on a ici donc, la partie des modèles, la partie des designs qu'on a déjà pu faire. On a un accès rapide ici en raccourci. Et tout ici, on a donc des petits raccourcis très, très pratiques pour les dimensions des formats qu'on va utiliser, les supports qu'on va créer. Pour notre exemple, on va faire donc une démo de création de bandeaux sur LinkedIn. Donc ici, on va choisir lequel réseau social on va utiliser. Donc ici, c'est LinkedIn. Et ici, donc, on a des visuels, enfin des documents au niveau des dimensions qui sont pré-créés. Donc, on a juste à choisir le visuel qu'on souhaite. Donc, moi, je veux une photo d'arrière-plan sur LinkedIn. Donc, c'est le bandeau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà, la page se charge. On commence forcément avec un fond blanc. Il n'y a rien, c'est vierge. Et ici, sur le côté, ce qui s'est ouvert sur le côté, on a donc des propositions de modèles qui sont déjà construits, qui nous permettent, donc, lorsqu'on en choisit un, de choisir la couleur qu'on souhaite et l'adapter à notre identité visuelle, la typographie, etc. Mais tout le visuel est pré-créé. Donc ici, on peut balayer, voilà, on en voit quelques-uns, on choisira le modèle qui va nous plaire. Et on peut voir, par exemple, sur certains, qu'on a une petite couronne orange avec marqué Pro. Donc ça sera pour un abonnement Canva Pro. Et les visuels qui n'ont pas ce genre de petite couronne, on peut les utiliser de façon gratuite. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on utilise un modèle pour vous montrer la simplicité de Canva, ce qui nous permet de gagner du temps dans les créations. Donc là, je clique sur mon modèle et donc mon visuel se met automatiquement sur les dimensions de mon document que j'ai choisi. Cette construction, je l'ai choisie exprès parce qu'elle est très bien pour LinkedIn. On a au centre un gros texte. Ici, donc c'est aligné à gauche. En dessous, on a un petit bouton qui fait un appel to action. Rendez-vous en bio. Et puis, donc, la construction est plutôt dynamique. On a des couleurs et l'ensemble est cohérent. Si, évidemment, on souhaite changer, par exemple, le fond, il y a une image plus un fond. Donc, moi, je ne souhaite pas prendre d'image. Donc, je vais prendre l'image et je clique sur supprimer. Et pour ce qui est de la couleur du fond, je clique sur mon fond. Et ici, donc, on a un petit bouton de couleur. Et lorsque je clique dessus, donc, on a la possibilité de changer directement la couleur. Moi, j'ai enregistré mon identité visuelle de client sur Canva directement. Et donc, lorsque je clique, ma couleur est déjà enregistrée. Donc, on n'a pas besoin de la chercher. Si jamais je ne l'avais pas fait, ici, on peut chercher la couleur précisément qu'on veut. Et donc, on a le hashtag de la couleur qui s'affiche avec la petite barre de couleur, la petite molette qu'on peut choisir. Donc, pour cet exemple, je vais choisir mon fond bleu clair, par exemple. Ici, pour la typographie, je clique une fois dans le texte, je sélectionne tout et je vois que c'est la typographie Popin. Et par exemple, c'est pas ma typographie, je vais cliquer sur, par exemple, Open Sans parce que c'est celle-là ma typographie. Si ça en avait été une autre, par exemple, Kohinoor, voilà, ça c'est la typographie de mon client. Je le clique une fois et donc ça s'affiche directement avec la bonne typographie. Ici, on voit qu'il y a un petit effet parce qu'il y a énormément de possibilités sur Canva. En quelques clics, on peut y ajouter quelques petits effets. Je vous conseille de ne pas trop en mettre pour gagner en lisibilité et éviter de surcharger vos visuels. Typiquement, je souhaite qu'il n'y ait pas d'ombre derrière le texte.
Et le contraste de ma couleur avec le fond clair plus le texte blanc, je ne suis pas sûre que ça soit accessible. Je vais revenir avec cette définition d'accessibilité au niveau de la couleur juste après avoir fait ce visuel. Donc ici, ça me plaît bien. Ici, pour le contenu texte, ma couleur jaune n'est pas la couleur de ma marque. Donc ici, c'est un effet arrondi. Donc là, la couleur jaune est ici. J'ai juste à cliquer et on a la couleur qui change. Par exemple, je pourrais mettre en fond bleu, double-cliquer sur le contenu texte et ici, choisir la couleur de ma marque, soit en blanc, soit en bleu. Pour ce qui est du bouton, je souhaite lui mettre plus d'arrondi. Donc ici, on clique sur l'arrondi, on le met au maximum. Et pour ce qui est de la couleur du fond, j'ajoute la couleur accent de ma marque, qui est la couleur rouge. Je vérifie ici que je mets bien la typographie partout pareil. On ne change pas trop de typographie. Mais ici, on le met. Et donc, du coup, on a un visuel avec la même typographie, la couleur de ma marque, etc. Donc, on aura un modèle qui est adapté à l'identité visuelle de mon entreprise. Si on remplacera l'image, soit par la directrice, par exemple, de l'entreprise, un ordinateur, si c'était pour Redix, pour le conseil informatique, etc. Donc, ici, on remplace l'image, etc. Donc, voici pour l'exemple, pour le modèle. Et maintenant, je vais vous parler d'accessibilité. J'ai dit tout à l'heure, si on écrit en blanc sur mon fond bleu clair, la note que j'aurai en accessibilité n'est pas la bonne. Quand je dis accessibilité, en fait, l'accessibilité, ça fait référence à la conception sur le web, que ça soit facilement accessible à tous les utilisateurs, que selon leur handicap physique ou cognitif, que ce soit accessible. C'est-à-dire qu'on a assez de contraste entre la couleur du fond et la couleur qui est dessus. Si on veut vérifier que notre couleur est accessible pour tout le monde, on écrit donc là sur la barre de recherche Adobe Color. Le premier lien, c'est le bon. Et quand on va sur ce site internet, on a un onglet ici sur la page d'accueil qui s'appelle Outils d'accessibilité. Et là, on va vérifier directement si notre couleur est la bonne. Donc ici, le fond bleu, je vais aller regarder le code de la couleur que c'est. Je le copie. Je le colle ici. Et ici, le blanc, c'est FFFF. Et je regarde, mon rapport de contraste est pas bien noté. Donc là, elle est notée 1,48, donc c'est pas la bonne parce qu'on n'a pas utilisé les couleurs de l'identité visuelle de façon optimum. Et donc la couleur qui sera bonne, s'il n'y a pas assez de contraste, ça va être la version bleu foncé. Donc là, je copie, je remets juste le fond là. Et je le teste. Et là, on passe directement à un bon contraste. On sait que la couleur que j'ai choisie de mon identité visuelle fonctionne ensemble. Et dans ce cas, elle sera assez accessible de loin. En version petite, si mon visuel est écrit sur un téléphone, on ne le verra pas beaucoup. Donc, il vaut mieux avoir un fort contraste pour nous permettre donc d'être accessible pour tout le monde, d'être lisible pour tout le monde. Donc là, voilà, on a vu cet exemple. Maintenant, si on partait d'un visuel où il n'y a pas du tout de modèle, on souhaite créer quelque chose soi-même sans partir d'un modèle de base, c'est tout à fait possible, évidemment. Donc, je passe à la dernière version de démo. On va partir d'un fond blanc. Et puis, on va faire, par exemple, la promo pour une marque de rouge à lèvres qui parle de solde d'été. Donc, l'objectif de mon document est de mettre en avant le côté solde, le côté promo, et de parler donc sur quel produit ça s'applique. Donc, ici, on va retrouver tous ces éléments. Donc, on va marquer solde d'été pour le texte principal, le titre de mon document. Je vais le mettre en assez gros et j'utiliserai, je pense, la police Poppins, pardon. Pam, pam. Alors là, je la vois pas. Enfin, elle est ici. Hop. Pour l'instant, je vais centrer mon texte. Je vais y ajouter un sous-titre. Le sous-titre, je sais qu'il sera écrit forcément plus petit. Je prends la molette pour le déplacer. Ici, je vais écrire jusqu'à... allez, on va faire du moins 70, du moins 60%. Hop. Je vais prendre une typographie qui va me permettre d'être complémentaire par rapport à la typographie principale. Ça va un peu lui permettre d'être mise en avant, d'avoir une typographie différente. Et vu qu'il y a peu de texte, il peut se permettre de faire ça. Pour l'instant, mon texte, il est au centre.
Je vais changer de fond pour avoir quelque chose de plus sympa. Donc, je vais cliquer ici sur la palette de couleurs et je vais choisir une couleur peut-être un peu dans les beiges, hein, pour éviter qu'on parte directement dans les tons blancs. Voilà. Pour le contenu texte, on va faire pareil. Je vais choisir. Volontairement, je ne vais pas forcément avoir une couleur qui soit trop. Vu que c'est écrit très très gros, je ne vais pas avoir une couleur trop contrastée. Je vais l'écrire en très gros. Et ici, vu qu'on parle de rouge à lèvres, je vais peut-être utiliser, la couleur rouge, justement. Un peu classique, mais ça nous permettra d'être vu. Tac. Ici, je clique et puis je centre mon document. Ici, c'est centré parce qu'on a marqué le petit truc interdit, ça veut dire qu'il l'est déjà. Et maintenant, on va les inciter à venir sur le site internet pour acheter les nouveaux produits. Donc, je vais prendre, par exemple, dans les formes, je vais prendre un bouton arrondi. Donc, je clique une fois dessus, il se met sur mon document et quand je le déplace, on voit un petit cadre rose qui se met sur tout le document. Ça fonctionne pour n'importe quel support que vous allez faire sur Canva. On a une marge de sécurité à ne pas dépasser. On va éviter de mettre du texte ici, un bouton ou trop collé. On va respecter cette marge et on ne mettra absolument rien tout autour qui dépassera ce cadre rose. Donc là, on prend notre petite forme et on la place au niveau du centre, collée à la marge. Et je vais les inciter à venir acheter en écrivant choper, le mettre en gras. La police que j'utilise, c'est celle-là. Et je grossis un peu mon texte pour qu'il soit visible, mais pas trop quand même. Si je l'écris, par exemple, en 16, je grossis, je vérifie que ça soit centré. Et du coup, pour apporter un peu d'équilibre, je vais rajouter un texte juste au-dessus pour compenser. Je vais marquer enfin disponible. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oula. Disponible. Donc, on l'a écrit et chopé en taille 16. Donc, on écrit en taille 16 pour éviter de faire trois tailles de typo, enfin plus que trois tailles. Et on le remet en gras. On utilise, pardon, la même typo. Hop. Donc, on a deux tailles différentes. On a 16. Ensuite, on a ici une taille. Donc, ça fait une deuxième. Et puis là, une troisième. Donc, c'est bien parce qu'on n'a pas dépassé le nombre maximum de typos. Au niveau des espacements, on va prendre le sous-titre, le titre. On va les vérifier qu'ils soient centrés. Donc là, ils sont centrés. On les groupe. Et ensuite, le groupe, on vérifie qu'il soit centré. C'est toujours centré. Et donc ensuite, on prend le petit bouton, le petit texte ici, et on va faire aligner verticalement, ce qui nous permettra donc d'ajuster l'espacement entre cet espace-là et celui-là. Hop, on clique une fois dessus et là, on a plus d'harmonie. Mon bouton, je n'ai pas vu, mais il avait une autre couleur. Je vais mettre du noir. Mon texte, il est écrit en noir. Et donc, comme ça, pareil, on évitera de mettre trop de couleurs sur le texte. Voilà. Pour juste un tout petit peu harmoniser, enfin pas harmoniser, mais apporter un peu de couleur et de gaieté à ce bandeau, on va ajouter des photos. Sur Canva, c'est super parce qu'on a toute une bibliothèque de photos disponibles qui sont libres de droit qu'on va pouvoir utiliser. Et donc ici, ben, on va taper rouge à lèvres, par exemple. Non, pas ici, pardon. On va chercher dans les éléments. Là, on était dans les formes. Donc, on va faire rouge à lèvres. Et puis, donc, on va choisir. Donc, si on veut chercher une illustration, ça sera comme ça. Si on veut chercher des photos, on en a plein ici. Même des vidéos. Bon, c'est une bannière LinkedIn, ce ne sera pas utile pour ici. Et dans cadre, on a même, c'est-à-dire un mock-up de rouge à lèvres où on va pouvoir y insérer une photo dedans. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choix grâce à Canva sur ça. Donc, on a formé maquette. Donc, quand ça correspond, il nous affiche le résultat en fonction de notre mot-clé qu'on a cherché. Donc, moi, je vais insérer un cadre carré pour mettre des photos de rouge à lèvres. Donc, j'en prends un
Et là, on va utiliser l'outil dupliquer, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur n'importe quel document. Donc là, je clique une fois sur mon texte. Bon, là, il est groupé. Donc, par exemple, sur celui-là, pardon, hop. Là, hop, on a le bouton dupliquer. Donc, sur n'importe quel élément, on peut utiliser ce mot dupliquer. Ça nous fait gagner du temps plutôt que de rechercher. Donc là, je le clique 3 fois. Je prends les éléments, tac, tac. Là, je les sélectionne les 3. Je vais dans position, j'aligne mes 3, je répartis verticalement, je groupe, et puis je vais un petit peu le pencher. Ça, c'est juste pour question d'esthétisme. Il n'y a pas de règles à proprement parler pour ça. Peut-être un petit peu moins le pencher, voilà. Et donc, je vais remplir ces différents cadres avec les images que j'ai pu chercher. Donc là, rouge à lèvres, là, on en a un comme ça. Hop, j'ai juste à glisser, déposer dans le cadre. Là, on a encore du rouge à lèvres. Peut-être je vais remplacer. Je vais mettre ici au centre. La fille qui se met du rouge à lèvres, je le mets là. D'autres photos produits ici. Je vais réduire un peu la taille pour qu'on voit un peu tout. Voilà. Ici. Et puis pour compléter, pour avoir de l'harmonie sur le côté droit, parce que là, ici, ça sera sûrement caché avec la photo profil de LinkedIn, on va y ajouter aussi d'autres éléments pour l'équilibre. Ça nous permet d'avoir quelque chose toujours de symétrique. L'œil adore la symétrie. Donc là, par exemple, on va prendre un rouge à lèvres détouré pour mettre le produit en avant. Hop. Je vais aussi l'orienter un peu à l'opposé pour avoir quelque chose orienté de ce côté, orienté de ce côté. Et puis ici, là, c'est parfait. On peut mettre une trace de rouge à lèvres. Typiquement, pour Canva, si on a un abonnement gratuit et pas pro, là, j'ai utilisé un élément qui est pour les comptes professionnels. Donc, on peut voir l'aperçu de ce que ça rend. Il nous l'affiche. En revanche, l'exportation, on aura ce filigrane où il y a marqué Canva. Donc, idéalement, il faut toujours utiliser des versions d'éléments voilà, gratuits si on a un compte gratuit. Sinon, on aura ce filigrane. Et si on a un abonnement payant, on n'aura plus du tout ces problèmes-ci. Et justement, Mathilde, on a la question de savoir si tu pouvais rappeler comment filtrer, comment voir si un élément est payant ou non. Je crois que Alors, tu pour en ça, avais parlé oui, tout à l'heure. oui, j'en avais parlé tout à l'heure, mais je vais remontrer ici. Par exemple, on va rechercher dans les éléments, on avait cherché rouge à lèvres, donc il nous affiche la recherche. Ici, on tape rouge à lèvres et on voit tout de suite, il y a une petite couronne jaune avec marqué pro. On sait que c'est un élément qui sera professionnel, donc pour un abonnement, enfin, un élément professionnel, pour un compte premium de Canva. Quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas cette petite couronne associée au visuel, ça veut dire que c'est un visuel qui est pour l'abonnement gratuit, enfin, un abonnement, pour un compte gratuit de Canva. Donc ici, dans photo, on peut se balader. On voit qu'ici, les 2 premières lignes, c'est des visuels qui sont payants. Oui. Ici, c'est un visuel qui est gratuit parce qu'il n'y a pas cette petite couronne. Donc on a juste à cliquer dessus, ça s'insère. Si on veut Oui. voir ce que ça donne avec un visuel payant, on peut cliquer dessus, il s'affiche. Mais comme on peut Il y a voir les là, petits quadrillages. voilà, il y a un cadrage avec marqué Canva. C'est pour voilà, vous montrer que c'est un côté payant. J'allais arrêter pour la démo Canva. Est-ce que c'est bon enfin, j'allais terminer, on va dire, ma présentation. Après, on pourra y revenir évidemment, mais là, j'allais terminer donc sur Canva. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y avait une petite question, si tu pouvais remontrer rapidement ta petite astuce pour concernant l'accessibilité. Oui, Si tu pourrais rouvrir cette oui. fenêtre Bah, de ce site. je recommence. Alors, je Oui, vais, je refais comme ça, pour on repart de montrer zéro. comment on sait si le score est bon ou pas. C'était une des Oui, questions qu'on avait. Donc on a répondu par écrit, mais peut-être ça peut être intéressant oui, pour tous de revoir ça. tout à fait. Donc, pour savoir si notre couleur est accessible ou non, donc l'ensemble de ce qu'on a construit, donc la version couleur du fond avec la couleur qu'on mettra par-dessus, que ce soit contenu texte ou un élément qu'on mettra comme le bouton, on va prendre la couleur du bouton. Donc ici, on regarde quelle est la couleur du bouton. Là, c'est 000, c'est du noir. Ça, c'est un peu de la triche. Donc, on va mettre la couleur bleue. Donc ici, je prends ma couleur, je copie ici le hashtag de la couleur pour savoir le nom de ma couleur. Et je vais aller sur le site Adobe Color, mais c'est une des versions, enfin,
une astuce possible, il y en a d'autres, mais là, c'est ma version à moi. On va sur le site Adobe Color et là, on a un outil, un onglet sur la page d'accueil qui s'appelle Outils d'accessibilité. Et c'est là qu'on va pouvoir donc coller notre couleur. Donc là, je la copie ici. Donc, on a dit que c'est notre bleu foncé. Et si on veut la couleur du fond, on clique sur notre fond, clique sur le bouton de couleur. Enfin, je viens d'enlever le truc là. Et quand on clique, on copie la couleur là. Enfin, le hashtag de la couleur, c'est le nom de ma couleur. Et je le mets couleur d'arrière-plan. Si jamais enfin, vous étiez trompé, là, vous avez mis la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan dans cet onglet-là, on a juste à inverser. Hein. Donc, du coup, il nous donne le score qu'on a. Donc là, évidemment, le score, il est bon parce qu'il y a assez de contraste entre les deux couleurs. Elles seront lisibles et visibles de loin ou écrites en petit, etc. Donc voilà pour la façon donc, de vérifier si notre contraste de couleur est assez important Oui, et du coup, d'assurer que le visuel il est y avait homogène. Oups, pardon Mathilde, désolée, j'ai un petit décalage. En fait, il y avait une petite coche verte. Du coup, c'était bien Oui. comme astuce, je trouve. Oui, C'était voilà, vachement la coche verte, pratique. Mm. effectivement. Oui, si par exemple, là, je fais volontairement exprès de foncer ma couleur, là, on voit tout de suite, on a notre petit symbole interdit ici, et on voit que plus on s'approche, on a un stade où ça passe au vert, parce que du coup, on a assez de contraste entre les deux. Et du Et on coup, peut avoir, oui, on a une autre question à ce sujet que je te relaye tout de suite. C'est une question de note acceptable. C'est ce qu'il nous demande à partir de quand c'est acceptable. c'est acceptable à partir du moment où c'est en vert. Il n'y a pas de, En il y a pas de vert, juste milieu. Dès il qu'on n'y a a la pas de coche juste verte, milieu. c'est assez accessible. Donc, enfin, on peut Oui. avoir une couleur qui est plus ou moins quand même, enfin, d'aspect un peu foncé sur du foncé, Mm. mais on va avoir, voilà, ça va passer un petit Oui, peu. Là, je parce vais que oui, jauger. finalement, c'est un peu des robots qui décident aussi de tous ces petits critères Mm. et qui aident l'œil humain au final. Exactement, c'est grâce à Donc des calculs c'est savants, hein, c'est les petits robots qui nous permettent de savoir ça. C'est pour éviter que ça soit subjectif et que juste parce que on aime bien le bleu clair et puis le bleu à peine plus clair, et Mm. ben que ça soit pas esthétique, mais que ce soit accessible pour tout le monde parce que ça permettra d'avoir le message vu par le plus grand nombre et ça évite d'avoir une incompréhension ou même quand on lit trop vite, c'est parce qu'on n'a peut-être pas vu un petit élément qu'il y avait sur le visuel parce que le contraste de deux couleurs n'était pas assez conséquent. Donc, ça nous assure que le message soit compris par tous. Quoi. Super, merci beaucoup. On a une petite question, c'était de savoir, de remontrer rapidement, si on a le temps, sur ta présentation, quand tu as présenté LinkedIn, Mm. pardon, LinkedIn, je le dis mal. Oui, oui. Il y avait, du coup, nous, c'est vrai, on a accentué sur le bandeau. C'était un choix parce que voilà, on a qu'une heure et il fallait bien choisir un support. Et c'est Et vrai c'est que ça. toi, tu as montré, sur Canva, on peut faire différents formats. Voilà, ils sont préformatés. Et tu avais montré un bandeau avant-après. Et notamment, tu avais montré aussi les petits liens sur le compte LinkedIn global. Oui, Voilà. Si tu pouvais juste revenir rapidement dessus, tu as choisi de mettre peut-être voilà, des étiquettes avec écrit visiter le c'est site pour ça. que ça ressorte plus. Je te laisse. Voilà. Ça marche. Alors voilà, j'ai pour cette bannière LinkedIn, donc c'est pour le compte de mon client qui s'appelle Illico Travaux Montbéliard. Eux, ils vendent la prestation donc de construction, de rénovation et d'aménagement pour les professionnels et les particuliers. Ce qui est important de mettre sur LinkedIn, c'est le site internet. Et pour le Mm. rendre directement accessible, on va utiliser le lien, l'URL de la page d'accueil du site internet et on va l'épingler et donc, le fait de l'épingler, ça va nous le mettre dans la partie sélection. Mais si on fait seulement cette action et qu'on ne travaille pas le visuel, c'est un peu dommage parce que le fait de le travailler, ça nous permet d'avoir de la cohérence globale sur tout le compte, d'asseoir les couleurs voilà, de la marque, encore de le répéter régulièrement sur le compte LinkedIn. Et donc, l'ensemble de tout ça et le bandeau travaillé, la photo de profil, le fait de travailler les images de lien avec les couleurs de la marque,
les typos, les icônes dont elle a l'habitude, voilà, au niveau du design d'utiliser, eh ben, ça permettra d'apporter de la cohérence puis aussi de la confiance parce que ça veut dire que c'est bien travaillé et que ça a une image professionnelle. Donc, on travaille ces liens au niveau des visuels, on ajoute une petite photo qu'on met quand on épingle un lien. Mais si je dis pas de bêtises, vous avez un webinaire exprès sur LinkedIn. Donc, effectivement, si vous voulez en apprendre plus sur LinkedIn, ça peut être un bon moyen de suivre ce webinaire là-dessus. Moi, je vais m'attarder seulement sur la partie visuelle, sur les liens de la sélection. Donc là, pour notre exemple, on a la partie d'accueil du site Internet. On a la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, on travaille avec le petit visuel d'un calendrier pour qu'on comprenne en fait en un coup d'œil que c'est un lien pour prendre un rendez-vous parce que les gens vont peut-être pas lire le petit texte en dessous, prendre un rendez-vous, alors que sur l'image, ça va plus attirer l'œil. En plus de ça, on y met la couleur orange sur un bleu foncé, donc ça nous attire l'œil. Et c'est pour ça que c'est plus visible. Donc pour conclure sur ce dont on a parlé là pendant quasiment 1 heure, du coup, ça sera une identité visuelle forte. On a prouvé que donc ça facilite la communication. Et je voulais revenir juste sur cette phrase-là. Pourquoi on dit que ça facilite la communication? C'est que quand on a un logo avec ses variantes, on a toute une palette de couleurs, un ensemble de typographies. Ça nous évite de nous poser la question de comment on le met en page, quelle couleur on va utiliser en fond, quelle couleur on va utiliser pour notre texte, le texte on l'utilise avec quelle typographie, etc. En fait, ça nous fait gagner du temps et en plus de nous faire gagner du temps, ça assoit une image très professionnelle de la marque qui a une identité visuelle complète, qui est forte, etc. Donc, c'est un avantage à la fois pour la communication, mais aussi pour celui qui va communiquer. Et dernier point, donc on a vu que Canva, donc il va être un très bon outil pour créer des visuels et encore plus puissant quand on a les bonnes bases. Parce qu'utiliser des visuels sans connaître tout ça, on peut faire des choses qui ne sont pas forcément accessibles, comme on l'a vu. Donc voilà, donc je laisse de nouveau la main pour les questions. Moi, je vous remercie pour votre attention pour ce webinaire. Et puis ici, je vous ai mis une dernière petite slide si vous voulez prendre en photo la slide pour mes coordonnées de contact, si jamais vous avez des questions pour la suite.